Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde. Rebonjour à ceux qui étaient avec nous en première partie. Nous sommes toujours sur les enjeux des métiers de la distribution. Nous avons évoqué les enjeux de ressources humaines, de recrutement. En première partie, nous allons maintenant nous intéresser à la dimension plus technique du métier. Avec nous ce matin, pour cette deuxième partie, Philippe Rivoilan. Bonjour Philippe, vous êtes CEO de Bergera Monnoyeur East et CEO d'Eneria, groupe Monnoyeur. David Barthes, rebonjour puisque vous étiez avec nous en première partie, directeur général de la succursale Volvo Grand Paris. Rebonjour David. Et Benoît Venel, président d'Acerinox pour votre activité distribution et également président d'ACX, le constructeur de matériel rail-route notamment. Bonjour. Avec nous depuis Chassieux, puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre ce matin, Germinal Diaz-Serra. Bonjour Germinal. Bonjour à tous. Directeur technique de Teramat. Oui. C'est bien ça? Oui. Bienvenue. Distributeur Hitachi. Philippe, ma première question est pour vous. Pouvez-vous nous situer Eneria dans la galaxie Monnoyeur? Alors effectivement, Jean-Noël, vous l'avez dit, Eneria est une entité du groupe Monnoyeur, au même titre que Bergera Monnoyeur fait partie du dealership Caterpillar. Donc Bergera Monnoyeur s'occupant des machines et Eneria s'occupant des problématiques d'énergie. Voilà, donc sur exactement les mêmes territoires que Bergera Monnoyeur. Donc notre métier se décompose de deux manières différentes. Nous sommes à la fois motoristes, puisque nous motorisons tout type de bâtiments, de véhicules, bâtiments flottants, de bateaux, de machines de travaux publics, de locomotives. Mais le cœur de notre activité, c'est quand même l'énergie de secours à travers les groupes électrogènes, diesel ou gaz que nous vendons à nos clients. Voilà, c'est ça le métier d'Eneria. Forcément complètement impacté par la transformation énergétique qui est en œuvre. Totalement impacté, avec une envie de participer aux nouveaux objectifs de nos clients. Je vous rappelle un peu quand même que l'Europe a défini des objectifs de décarbonation totale à horizon 2050, avec un passage 2030 où on doit émettre moins 55% de CO2 par rapport à 1990. Ce sont bien sûr des objectifs repris par les États et aussi par la plupart de nos grands clients qui ont, pour chacun d'entre eux, une feuille de décarbonation. Voilà. Et donc, c'est donc l'ambition d'Eneria de les accompagner en partie pour atteindre ces fameux objectifs de décarbonation. Benoît, vous êtes distributeur expérimenté, vous êtes une personnalité connue de la filière distribution. Vous avez donc vu l'évolution du métier sur les dernières décennies. Comment aujourd'hui vous appréhendez cette transition énergétique en tant que distributeur? Aujourd'hui, le souci, c'est on va discuter un peu comme la première réunion que vous avez fait. Il va falloir des nouvelles formations au niveau de notre personnel, des gens qui ont des bacs pro au départ, des reformations aussi. Il y a des formations constructeurs, mais des formations de base aussi pour apprendre, qu'ils apprennent des symboles que justement pour arriver et d'avoir des ateliers adéquats sur les nouvelles énergies, dont électrique et... Là, on est encore qu'au stage 5, mais ça évolue très vite. Là où on disait ça met 10 ans, aujourd'hui, ça met 2 ans, quoi, ou 1 an et demi, quoi. Donc une accélération phénoménale ouais, phénoménale du métier. Germinal, la transition énergétique chez un distributeur comme Teramat, qui, je crois, a 5 agences, 5 ateliers, comment vous la vivez au quotidien ? Alors pour l'instant, on se prépare. On se prépare à l'avenir par une organisation, une planification carrée, des formations continues et avoir un programme de formation intense sur les nouvelles technologies. Aussi dans le recrutement de nouveaux profils, puisqu'on va certainement aller vers une maintenance plus industrielle sur des produits comme l'électrique. Donc, et puis aussi mettre en place déjà du personnel avec des habilitations qu'il va falloir à l'avenir avec ces nouveaux produits. David, Volvo fait partie des pionniers
dans la conversion énergétique. La feuille de route est très claire. Vous êtes parti sur l'électromobilité, sur une succursale comme le Grand Paris. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique quotidienne de votre métier? À l'instar de mes collègues ici présents, on investit beaucoup autour de la formation, car effectivement, il va falloir assurer le service après-vente des machines qui seront mises sur le marché. Mais en amont de ça, on est aussi en train de réfléchir beaucoup autour du modèle économique que l'on devra proposer à nos clients utilisateurs qui sont en attente de solutions qui puissent s'apparenter à leurs soucis du quotidien, quoi. Avec une autonomie par rapport au constructeur, ou vous appliquez la feuille de route du constructeur? Non, peu importe d'être une succursale ou un concessionnaire indépendant, c'est quand même de notre fait de devoir s'assurer de la stratégie à déployer sur le terrain. Donc le constructeur a clairement son rôle de développer les produits pour qu'on puisse les commercialiser. C'est à nous de créer l'écosystème qui doit aller autour. Dans une région, l'Île-de-France, qui est la première région économique européenne, qui a effectivement affiché quelques ambitions environnementales, est-ce que c'est le parfait laboratoire pour les constructeurs? Je pense qu'effectivement, le terme est juste, laboratoire, c'est vraiment intéressant. On commence d'ores et déjà avec les clients à toucher parfois les limites d'un système, l'utilisation des bornes de recharge à destination des véhicules au départ, est-ce qu'on peut l'ouvrir sur les machines TP? Et puis les problématiques, on a bon être en centre-ville, dans un milieu urbain, est-ce qu'on est capable d'amener facilement de l'électricité sur l'ensemble de ces chantiers? Et après, il existe des solutions de recharge intermédiaires. Donc, je pense qu'effectivement, c'est la belle zone pour pouvoir expérimenter tout ça, sachant que nous sommes un laboratoire, mais aussi une succursale avec une obligation, j'ai envie de dire, de résultat. Donc, il convient quand même d'aller jusqu'au bout de la démarche et de les commercialiser. Une première pression quotidienne. Une première pression quotidienne. Et puis une deuxième pression un petit peu plus long terme. Long terme, oui, clairement. D'accord. Philippe, vous quittez un secteur mono-énergétique, énergique, ce sera mieux, vous entrez dans un mix qui reste à définir, ça complexifie terriblement votre métier. Oui, Jean-Noël, absolument. Il n'est pas question de dire aujourd'hui que les solutions historiques à base de moteurs diesel vont disparaître. C'est absolument utopique. Nous, on fournit des groupes électrogènes de très grande puissance, notamment pour les data centers, les hôpitaux. Tout ça va peu évoluer à court terme. En revanche, l'ensemble de nos clients nous demandent de les aider pour décarboner une partie de leur activité. Donc ça se fait de manière très simple, que ce soit pour des clients d'Eneria ou pour des clients de Bergeron-Monneuyeur. On leur propose maintenant, en fonction de leurs besoins, des solutions à partir de photovoltaïque, de solaire thermique, de chaudière biomasse. Et puis on touche maintenant aussi à l'hydrogène, puisque Groupe Monneuyeur a investi dans une start-up qui développe des piles à combustible, qui sont utilisées sous forme de groupes électrogènes. Et donc ces productions sont d'ailleurs faites sur le site d'Eneria dans le sud de Paris. Donc vous voyez, on essaie de toucher à plein de choses très différentes, sachant que les besoins clients sont tous très différents les uns les autres. Donc c'est à la fois un besoin de décarboner, en fonction des feuilles de route que je citais auparavant, mais aussi de s'assurer que les coûts d'énergie peuvent être en partie maîtrisés. Pas complètement, mais en partie. On a vu l'envolée des coûts d'énergie. On avait des moments où le mégawatt était le mégawatt à 600 € et c'est retombé à 80. Donc il y a des variations très fortes et l'objectif de certains de nos clients, c'est de s'assurer d'une énergie à un prix compétitif pour une partie de leurs besoins. Donc toutes ces nouvelles solutions, effectivement, sont proposées aux clients en fonction de leurs besoins. Juste pour vous citer 2-3 exemples, on est capable de faire des ombrières pour un palais des congrès. On a équipé récemment un hôpital, l'hôpital de Poitiers, de solutions en toiture de PV. On regarde beaucoup avec des industriels de l'agroalimentaire comment leurs besoins de chaleur peuvent être faits à partir de solaire thermique et moins avec du gaz naturel. Vous voyez, il y a autant de clients que de technologies utiles pour ces clients-là. Et ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, Eneria est capable de proposer des solutions, en tout cas de faire des études et proposer des solutions, pas uniquement à nos clients historiques, mais ça marche aussi pour les clients de Bergeron-Monneuyeur. On regarde beaucoup de solutions pour des carriers qui ont du foncier à disposition. Donc ça ouvre terriblement le champ du possible, ça rebat les cartes. Et encore une fois, moi je ne veux pas opposer les solutions classiques diesel aux solutions nouvelles renouvelables. Les deux vont cohabiter pendant très longtemps.
Autant d'applications que de clients, quasiment. Alors, ça peut faire effectivement plaisir, mais ça complexifie également le quotidien de votre métier. Il faut être sélectif, il faut effectivement être en capacité d'accompagner le client, puisqu'on voit bien que vous apportez une solution, en l'occurrence. Alors, la demande des clients, effectivement, est très différente, puisque quand il s'agit de fournir un groupe électrogène diesel ou une machine diesel, personne nous demande comment l'énergie va arriver à cet asset. Ce n'est pas une question. Sur les projets photovoltaïques, il y a déjà des lead times de développement de projets qui sont très longs, puisqu'il y a des études client par client sur leurs besoins. Il faut demander des permis de construire. Donc, c'est des process commerciaux qui sont beaucoup plus longs que la simple vente d'un produit sur étagère, comme on a été habitué à le faire. Donc, ça demande une organisation différente. Ça demande les reins solides, bien évidemment, parce que y a du temps à passer. Des hommes travaillent, des ingénieurs travaillent longtemps sur des projets avant qu'ils soient réalisés et facturés par les clients. Donc c'est une véritable remise en cause. Et je dirais c'est même un investissement. On a commencé cette activité il y a 3 ans. J'espère faire une quinzaine de millions d'euros cette année en France. Et on vise à terme environ 100 millions d'euros dans ces projets dits renouvelables. Ce que je voudrais ajouter, ça on essaie de le faire en France, puisque la France est plutôt en avance parmi les pays que nous couvrons en termes de transition écologique, de trajectoire de décarbonation. Mais on a exactement les mêmes demandes en Pologne, en Belgique, en Roumanie. En Algérie, un peu moins, mais l'avancement des projets de décarbonation, vous l'entendez bien, est très différent d'une géographie à l'autre. C'est vrai que d'une géographie et d'une sensibilité à une autre de pays, exactement, on ne parle pas de la même chose, exactement, on n'est pas sur les mêmes échéanciers. Donc, exactement, mais moi je considère que c'est un investissement que j'impose à toutes mes équipes dans chaque pays d'avoir une stratégie de décarbonation dans le temps. Et je crois qu'on se doit de faire ça. D'ailleurs, ça fait partie des priorités de nos clients. On parle beaucoup de décarbonation, comme on parle de digitalisation. Donc il y a quelques grandes priorités que tous nos grands clients, d'abord, auxquelles nos grands clients veulent répondre, mais ça me semble une transition majeure. À propos de transition, Benoît, Philippe l'a dit, le thermique n'est pas mort. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. À titre personnel, pour Acia Inox. Tout à fait. Cependant, vous avez également commercialisé vos premières machines électriques. Tout à fait. Comment vous gérez cette réalité des choses aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un petit problème parce que c'est d'avoir l'électricité à côté, parce que recharger ou... On avait essayé autre chose, on avait lancé il y a déjà 3 ans, 4 ans maintenant, pour essayer de taper sur l'hydrogène. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des sociétés qui se sont implantées au Havre et qui travaillent avec Air Liquide pour produire de l'hydrogène et avec des blocs. Mais aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas encore opérationnel et ça ne va pas être opérationnel avant quelques années parce que le souci aujourd'hui, c'est l'électricité. C'est la recharge, c'est le client. On est dans le début de l'électrique. Et le souci, c'est qu'on n'a pas des machines qui tiennent assez longtemps. Si vous avez des machines en plusieurs postes, il y a un problème d'approvisionnement. Enfin, en général, quoi. C'est pas. Il y a peut-être des produits qui sont aujourd'hui, parce que ça évolue tellement vite. Aujourd'hui, il y a des choses qui viennent, mais on a des gros problèmes. Les machines électriques qu'on a produites, c'est sur des moteurs, électriques, purs électriques, avec une alimentation prise qui se déplace, des machines portuaires qu'on a fabriquées. Là, il n'y a pas de souci, puisqu'on a une prise comme une grue portuaire, donc là, c'est complètement différent. Mais dès qu'on a une pile, le problème, c'est l'avenir. Mais si on pouvait avancer aussi sur l'hydrogène, je pense que ça serait pas mal non plus. Parce qu'on a besoin de ça. Ouais, je peux peut-être rebondir là-dessus, effectivement, puisqu'on commercialise des groupes électro-hydrogène, consommant de l'hydrogène. Les premières questions des clients n'ont pas trait à la technologie qui est maîtrisée, c'est à la recharge et à l'approvisionnement d'hydrogène. Donc c'est même quasiment très vite les seules questions. Comment vais-je remplir mon groupe électro-hydrogène avec l'hydrogène? À quel prix? Quel mode de livraison? Quel mode de stockage?
c'est vraiment les questions majeures. Et il faut dire qu'on a un peu oublié avec quelle facilité le diesel était transporté, était stocké. Ce ne sont plus des sujets depuis bien longtemps. Là, on revient à des questions basiques. À quelle pression, avec quelles mesures de sécurité, où, comment. Donc c'est vraiment je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est effectivement un des gaps, une des questions majeures de nos clients pour ce changement. Et pour l'électrique, c'est bien évidemment pareil. Si j'ai des machines électriques sur un chantier, comment vais-je les recharger? C'est aussi des questions auxquelles on essaye, avec Caterpillar, de répondre pour le futur. Donc il y a toute cette partie logistique, on avait un petit peu occulté parce que effectivement le GNR était d'une simplicité de mise en œuvre de transport telle que ça n'était plus un enjeu. On redécouvre cette dimension logistique. Germinal, Teramat et Multimarque, comment vous gérez les différentes stratégie des constructeurs, suivant que certains se sont résolument engagés dans la transition énergétique, quand d'autres sont un petit peu plus conservateurs? De toute façon, aujourd'hui, je pense que là, c'est bien parce que j'entends des vérités. Parce que sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup rêver les gens avec l'électrique. Mais nous, par rapport aux constructeurs, on est beaucoup en phase d'analyse. Parce qu'aujourd'hui, comme disent mes collègues, nous, historiquement, avec Cummins, on sait proposer des piles à combustible, tout un tas de choses. L'électrique, ça fonctionne. L'hydrogène, ça existe depuis des années. Maintenant, il y a un élément majeur, je pense, par rapport aux constructeurs, parce que moi, je voyage beaucoup en Europe, notamment dans les pays du nord de l'Europe, où je pense qu'il y a un facteur qui va être essentiel, c'est quelles vont être les aides de l'État pour nos clients. Parce que c'est ce qui va vraiment déterminer l'axe de travail principal de nos entreprises. Parce qu'on sait tous faire marcher des machines électriques, elles marchent très bien en électrique, après il y a le problème de l'autonomie, mais ça, il y a différentes solutions de les gérer. Et l'hydrogène, c'est pareil. Le diesel, effectivement, là j'entends la vérité, c'est que il disparaîtra pas du jour au lendemain pour certaines solutions. Maintenant, toutes les solutions existent, tout fonctionne. Maintenant, je pense que ça passera par le législateur. Malheureusement, en France, c'est souvent comme ça. Donc, tant que le législateur n'aura pas, on a bien vu le diesel dans l'automobile, c'est quand même l'État, par le prix du carburant, qui a incité les constructeurs sur le diesel dans l'automobile. Maintenant, nous, on se prépare à tout, on sait quasiment tout faire. Mais aujourd'hui, l'attente client, elle est là. Maintenant, il y a de la demande, mais c'est plus dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire à l'instant T? On n'a pas tellement de demandes, à part sur les nationaux qui, sur le Grand Paris, tout ça, ils ont des obligations. Mais on est plutôt dans l'attente de savoir ce que le législateur va décider. On voit bien, s'ils mettent en place un suramortissement sur des remplacements de machines par des électriques, des hydrogènes, forcément, on va aller s'axer. Alors, on se prépare à ça. Mais la solution, je ne pense pas qu'elle va être là cette année ou l'année prochaine. Donc, et il n'y aura pas... Et la vérité, je l'entends, ça me fait plaisir, il n'y aura pas qu'une solution. Et c'est là aussi la problématique dans la formation des gens, dans différents recrutements, dans l'industriel. On va aller taper dans l'industriel aujourd'hui. Nous, dans l'essence de Teramat, on a cette partie dans le groupe industriel, donc on est capable de faire ça. On a des ingénieurs qui s'occupent de ça. On est prêt à répondre à la demande, mais la demande, elle n'est pas là aujourd'hui. Enfin, pour moi, en tant que technicien, alors moi je ne vends pas, je prépare mes équipes et l'entreprise à l'avenir, j'essaye, en voyageant, mais pour être honnête, quand je voyage, alors j'ai entendu un collègue qui disait qu'en France on était en avance, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu de ça, parce que moi je vois dans les pays du Nord, ils ont déjà pas mal de machines électriques, mais on nous fait un petit peu la leçon. Quand je voyage, vous êtes en retard, les latins, etc. On va demander à David, puisque vous êtes représentant d'un constructeur suédois en France. C'est qu'ils sont quand même beaucoup aidés. Merci Germinal. David, un constructeur suédois, donc vous avez également l'écho du marché suédois, scandinave, la région parisienne, on l'a dit. Et est-ce que la demande est là? Parce qu'effectivement, on n'a pas assisté à une explosion des ventes de matériel électrique en France. La demande est là. Je pense que je suis complètement d'accord avec ce qui s'est dit.
On sait que c'est des gammes complémentaires. Et d'ailleurs, je reviens, quand on parle d'hydrogène, je pense qu'il faut bien diviser la partie alimentation d'un moteur thermique via de l'hydrogène on va y revenir, mais et déjà, une pile à combustible. C'est encore deux choses différentes. Et sur le volet électrique déjà. Mais gardons à l'esprit qu'il y a quand même une partie des clients qui ont la capacité de muter. Et c'est ces clients-là qu'il faut qu'on arrive à accompagner. Donc c'est aussi dans notre qualité de constructeur-distributeur de bien identifier le marché sur lequel on peut œuvrer. Et puis proposer aux clients, il faut aussi aller aider les clients dans leur réflexion parce que tous les clients ont pris des engagements. Et effectivement, les engagements et les valeurs ont été redonnés. Donc oui, je pense qu'il y a de la demande. Il faut aussi aller la motiver, cette demande. Et ça, c'est notre rôle. D'accord. Philippe, vous avez mentionné tout à l'heure le prix fluctuant du kilowatt. On voit qu'effectivement, ce sont des marchés qui sont très sensibles à ces fluctuations. Est-ce que ça n'ajoute pas un petit peu de la difficulté des exploitants à un moment donné se déterminer, puisqu'ils savent très bien que sur une équation économique du moment, 3 mois après, une semaine après, ça peut être complètement différent? Alors aujourd'hui, il y a quand même des technologies renouvelables qui sont très matures. Tout ce qui est photovoltaïque, on sait combien ça coûte et on sait ce que ça va nous coûter pendant les 30 ans à venir. Donc c'est très facile de se dire, je mets un peu de CAPEX sur la table pour des solutions comme ça, même si ça couvre que 10, 20 ou 30% de mes besoins d'électricité. Mais pendant 30 ans, je maîtrise mon prix du kilowatt. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le problème de l'hydrogène qui est encore à un niveau d'immaturité assez important. Tout ce qui est photovoltaïque ou solaire thermique, les prix sont connus, sont compétitifs. Il existe des tarifs de rachat en France en fonction des solutions que vous mettez en œuvre, que ce soit sur de l'ombrière, de la toiture ou au sol. Tout est en train de s'accélérer et de se préciser. Le gouvernement a récemment lancé un projet, une loi d'accélération sur ces sujets-là, pour faire en sorte que les projets photovoltaïques, notamment, se mettent en place beaucoup plus vite, en redéfinissant pour chaque commune, finalement, quelles sont les zones qui pourraient être dédiées au photovoltaïque. Donc, en ce moment, il se passe quelque chose sur les territoires pour faire en sorte que les projets photovoltaïques qui peuvent prendre du temps voient leur délai de mise en œuvre très réduit. Donc, c'est très positif. Il y a quand même des phases d'études de faisabilité technique qui sont indispensables, voilà, bien sûr, il y a des permis de construire, mais tout ça, bien sûr, ça va rester une réalité, mais c'est quand même important de permettre aux entreprises, aux collectivités, d'avoir moins d'incertitude sur la mise en place de ce genre de projet. Et raccourcir les délais, pour vous, c'est un vrai enjeu qui pourrait effectivement favoriser. Exactement. Je vous rappelle que la trajectoire de RTE, enfin d'EDF, d'RTE, sur la mise en place de photovoltaïque est très importante. Si j'ai bonne mémoire, on veut passer de 12 gigawatts à 40, voire à 50, suivant les... Donc il faut accélérer dans toutes les dimensions. Et tous nos clients, que ce soit du domaine de l'énergie ou des travaux publics, vont participer à ce genre de transition qui n'a pas forcément lieu, qui n'est pas forcément traite directement à leur machine, mais à leur environnement, à leur bâtiment, à leur terrain. Voilà. Vous avez évoqué les CAPEX que doivent mobiliser vos clients pour faire naître ces projets. Vous également, vous devez quand même mobiliser des ressources techniques, financières pour, en amont, préparer la réalisation. Donc c'est un métier consommateur de capitaux. C'est un métier qui change, qui nécessite de nouvelles compétences. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on a des collaborateurs qui ont passé une partie de leur carrière dans le diesel, plutôt des gens qui ne sont pas trop âgés et qui aujourd'hui souhaitent s'investir dans des technologies renouvelables ou de jeunes ingénieurs qui n'imagineraient pas faire autre chose que du renouvelable. Donc ça répond aux aspirations des futurs candidats. Ça participe à la rétention, qui était le sujet de la précédente table ronde, la rétention des collaborateurs. Donc c'est un élément qui est très positif. Encore une fois, on va continuer à faire du diesel, mais on a moyen d'attirer de nouveaux talents sur des projets de cette nature-là. Mais c'est sûr que ça nous a obligés à créer un département complet. On a déjà à peu près 25 personnes en France. On a l'équivalent dans chacun de nos pays. Ce sont des coûts pour le moment, mais ça sert un projet plus long terme auprès de nos clients. Benoît, suivant que vous êtes constructeur ou distributeur, est-ce que vous êtes en phase l'un avec l'autre ou de temps en temps vous êtes un petit peu schizophrène dans la mesure où l'intérêt ou votre idéal de constructeur n'est pas celui forcément du distributeur? Je suis des deux côtés. Le problème de la demande du client aujourd'hui, c'est
Alors, je vais parler ferroviaire. On est sur des lignes qui sont, quand on travaille sur une ligne ferroviaire qui n'est pas électrifiée. Et il n'y a pas de prise de courant, et parfois il y a des grandes distances qui sont dans la nature, et la personne qui travaille, s'il n'a pas sur un véhicule électrique, enfin à pile, pose d'énormes problèmes. Sur le TP aussi, parce que aujourd'hui, il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas assez de points. Et on n'a pas encore assez avancé pour faire d'avoir une pile à la rigueur, je dirais, sur un moteur Volvo, parce qu'on a étudié un petit peu, on a vu Volvo au Mecateam et on a regardé. La chose, c'est d'avoir une grosse pile à côté qui puisse recharger doucement pour pouvoir charger cette pile rapidement. Mais aujourd'hui, on est encore dans le début, parce qu'on en parle beaucoup, mais on est encore dans le début, on n'est pas prêt. Le problème en France, tout à l'heure, mon confrère le disait, c'est que en France, on n'avance pas assez vite. On ne va pas assez vite. Le souci, c'est qu'on veut faire des choses, mais on ne met pas les moyens. Si on mettait les moyens, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup de points de rechargement, mais aujourd'hui, on a un problème de... on manque là, du photovoltaïque, on manque de centrales nucléaires pour produire du courant propre le plus rapidement possible. On est trop juste pour cette demande. C'est pour ça que, mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a 30 ans ou 35 ans, en Afrique, les camions sur les carrières à ciel ouvert marchaient, il y avait des Volvo, du Caterpillar avec des moteurs Cummins qui les faisaient marcher avec de l'hydrogène en complément. C'est-à-dire qu'il y avait 20% de diesel et 30% et 70% d'hydrogène. Aujourd'hui, on n'a pas avancé là-dessus. Et alors je reviens sur l'hydrogène parce que moi c'est surtout le problème ferroviaire, c'est de translater une machine, se déplacer dans un milieu qui est un peu perdu, quoi. Vous dites qu'on ne va pas assez vite en France, votre activité constructeur est internationale. Dans quel pays vous observez que les choses vont beaucoup plus vite et que ce sont des solutions que vous pouvez livrer dès à présent? Oui, quand on va dans les pays nordiques, il y a une grosse demande. Je vais pas. Si on parle de l'Afrique, il n'y a pas de problème. On peut même, c'est encore du stage 3. Oui, oui. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, sur des, là, on a une demande. L'Ukraine. Ils veulent être européens, donc, enfin, ils veulent des machines européennes, ils veulent des stages 5, ils veulent des machines. Donc, il y a un marché. Il faut qu'on avance. De toute façon, on y va. On sait que le climat se réchauffe. C'est pas des on-dit, ça se fait. Donc aujourd'hui, il faut aussi protéger pour demain nos enfants, nos petits-enfants. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on tape dedans. Il faut arrêter de faire des choses qui sont un peu n'importe quoi. Mais je pense qu'on a fait aussi un peu de n'importe quoi. Alors, on dit tout, mais moi, il y a des choses sur les diesels, il y a eu des grosses améliorations. Je pense que, au niveau qu'on a mis, mince, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais... On parlait du Stage 5 ou... Non, la régénération, le FAP. Ah, oui, non, oui. mais le FAP encore, bon, le FAP, mais... La D-Blue. La D-Blue. Ah, oui, non, oui. je pense que la D-Blue, bon, c'est quelque chose aujourd'hui qui embête tout le monde, parce que tout constructeur, parce que c'est quelque chose qui est, si le moteur ne fait pas sa bonne régénération au bon moment et tout Bataclan, nous avons aujourd'hui, le matériel est fiable, aujourd'hui les constructeurs, j'ai sur certaines machines du moteur Volvo, j'ai sur certaines machines du moteur Caterpillar, j'ai sur certaines machines du moteur Dodge ou Cummins, il n'y a que ce problème-là. C'est que s'il y a une mauvaise programmation, on a des machines et les gens ne font pas attention. Donc, oui, ce qu'on peut peut-être quand même dire, c'est que on parlait des objectifs de décarbonation de nos clients. Les solutions de carburant type B100 ou HVO répondent déjà beaucoup aux objectifs de baisse qui sont demandés à horizon 2030. Je parlais des moins 55%. Un moteur Stage 5 est déjà quasiment dans ces normes-là. Et donc, il y a aussi une capacité à répondre tout de suite. Donc, les moteurs les plus récents, Stage 5, avec les contraintes qu'on connaît, mais tous les moteurs qui sont capables d'accepter du HVO ou du B100,
je sais que ça dépend un peu des marques, mais permettent aux clients quand même d'être globalement dans les clous. Donc c'est ce que la FNTP ne dit pas autre chose. Hein, c'est ce que dit le CEMAT, c'est ce que dit la FNTP. Donc sur le très court terme, il y a déjà des solutions. Donc maintenant, il faut un peu de temps pour passer à des solutions autres. On a parlé de l'électrification, bien sûr, pour une partie de gamme. On parle d'hydrogène sous 2 formes, hein, je crois qu'il faut peut-être le redire. Il peut y avoir des projets avec des piles à combustible, hein, qui finalement rendent des machines électriques. Mais il peut y avoir aussi, avant d'avoir des solutions définitives par les constructeurs, il peut y avoir des solutions où vous utilisez des moteurs diesel qui fonctionnent à 100% d'hydrogène. Hein. Il y a de plus en plus de solutions comme ça. Ça ne change pas le besoin de transport, d'approvisionner l'hydrogène, de le stocker sur la machine à la bonne pression. Hein, mais c'est une solution qui est intéressante puisque en termes de capex, c'est quand même moins cher que d'enlever le moteur thermique et de mettre une pile à combustible. Donc il faut dire, voilà, il y a aussi des solutions intermédiaires, mais pour une période qui peut durer quand même assez longtemps. Donc les constructeurs regardent tout ça. Eneria fait aussi des tests en ce moment sur ce genre de carburant pour des moteurs classiques que l'on modifie. Donc il va y avoir tout un écosystème pour les années à venir qui ne sera pas forcément ce que décideront les constructeurs dans 10 ou 15 ans. Ce sera plutôt la réglementation et les incitations qui détermineront les grands choix. Germinal, Benoît semblait dire que plus un moteur est sophistiqué, moins il est fiable. Est-ce que vous partagez cet avis ? En tout cas, plus sensible. 300-400%. Aujourd'hui, on prend les marques premium. Je pense qu'on peut dire qu'elles sont fiables. On a, au niveau de l'hydraulique, de la motorisation, on maîtrise tout ça. Et on va dire que 80% de nos pannes sont liées à toute cette électronique et cette législation qui a mis en place ces sécurités, parce que la D-Blue, autant un FAB, quand il est bouché, le moteur, il ne fonctionne pas, mais bon, la D-Blue, on le supprime, il n'a pas besoin de la D-Blue pour fonctionner. Hein. Donc, c'est la législation qui, si le niveau de liquide de refroidissement, il est bas, on interdit la régénération, alors que, bon, c'est pas dramatique, mais on va bloquer la machine pour des petites choses qu'on n'avait pas avant. Donc, comme disait mon collègue, les programmations de sécurité sur ces systèmes AD-Blue, et c'est là où notre personnel évolue aussi, c'est que il faut mettre à jour sans arrêt. C'est là où il faut être vraiment proactif, où les remontées de données, et ça avec Hitachi, il y a un gros travail qui est fait avec les IA, où aujourd'hui on voit qu'on fiabilise nos machines, parce que depuis un certain nombre d'années, toutes ces données de panne, à certains niveaux de panne, on les classifie. On a permis de remettre à jour les logiciels, et ce qui nous permet d'avoir moins de panne qu'on n'avait pas avant. Mais aujourd'hui, changer un moteur, je sais pas, on ne sait pas changer une pompe hydraulique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Hein. On ne va plus changer des pompes AD-Blue, alors qu'on a tous les mêmes pompes. Hein. C'est tous du Bosch. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ce qui va déterminer un constructeur à l'autre, c'est ce qu'a dit mon collègue, c'est la façon de gérer et d'anticiper les pannes de capteurs, de niveau, de température, etc. Sinon, voilà. Mais si on s'enlève aujourd'hui, c'est pour ça qu'une machine électrique, ça fonctionne bien, parce que vous enlevez le moteur aujourd'hui avec tout ce qu'il y a autour, vous mettez, on parle de beaucoup de choses, il y a aussi le rétrofit, où ça aussi, ça fonctionne. Hein. On enlève ce moteur thermique, on met un moteur électrique, la machine, et on double sa durée de vie, et on la fiabilise x2. Hein. Merci Germinal. David, la succursale dispose de son propre atelier. Oui. Vous avez évidemment l'électricité, les habilités nécessaires pour intervenir. Vous continuez évidemment à travailler sur l'hydraulique et le thermique classique. Comment vous organisez de manière très concrète le fonctionnement de cet atelier aujourd'hui ? Mais les compétences, elles sont partagées par l'ensemble des techniciens ou mécaniciens qui interviennent sur les machines. Donc, on n'a pas de techniciens, ou du moins on n'a pas vocation à avoir de techniciens ou mécaniciens spécialisés sur l'électrique et ou l'électronique. C'est des compétences au même titre qu'un dieseliste ou que sur de l'hydraulique. Donc, les compétences, elles sont distillées au travers des programmes de formation, et les formations sur le matériel électrique
sont dispensés au même titre que les formations classiques. Je regardais un petit peu, pour 2024, c'est 10 jours de formation à destination du matériel électrique qui est proposé. J'aimerais revenir juste parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, intéressantes. Je n'ai pas la capacité technique d'avoir cette analyse, même si je suis complètement d'accord. On disait sur la première table ronde que 2024, on allait revenir un petit peu au basique. Je pense qu'aussi, là, dans cette trajectoire et dans cette feuille de route qui ont été données sur la décarbonation, il faut revenir au basique. La première, c'est bien utiliser sa machine diesel. On a la capacité d'aider le client pour qu'il consomme moins, ce qu'on appelle de l'éco-conduite, etc. On est passé très vite sur cette étape alors qu'elle est primordiale. Il faut qu'on revienne à ça. On parlait de services à valeur ajoutée, ça en est une. On a commencé à mettre de l'hybridation dans nos machines, à mettre de la récupération d'énergie. Ça aussi, c'est passé très vite, sans comprendre que c'était une étape indispensable à cette décarbonation. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de matériel électrique. Je suis ravi que vous m'interrogiez à plusieurs reprises au titre de Volvo, mais il faut pas oublier les solutions alternatives. Mais est-ce que ce n'est pas aussi non plus la faute de certains constructeurs qui ont pensé que la conversion allait se faire beaucoup plus rapidement et qui, à un moment donné, effectivement, avaient quasiment axé la communication, mais également le développement des produits uniquement sur l'électrification des gammes? Sincèrement, quand je reprends les communications qui ont été faites par le constructeur que je représente aujourd'hui, il y a toujours eu cette clairvoyance sur la mixité des énergies et sur une timeline plus ou moins longue, plus ou moins ambitieuse. Moi, je partage un peu l'avis, je préfère être ambitieux au début et puis devoir repousser un peu l'échéance. Mais je pense qu'on est tous conscients. Après, bien évidemment, on est dans un métier où l'électrification à 100%, elle est impossible. Il faut qu'on se le dise. N'empêche qu'elle va répondre quand même à une majorité des cas ou une grande partie des cas, quoi. Benoît, ça a été dit, mais j'imagine que vous partagez aussi le thermique, le diesel stage 5 en l'occurrence, n'est pas mort et bien utilisé, bien entretenu et bien suivi, remplit complètement ses missions. Tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être aussi, parfois, bon, on est sur l'effet de ta particule, mais je pense qu'il faut... il y a des motoristes. De regarder aussi les systèmes d'échappement, ce qui sort extérieur. Il y a peut-être des choses aussi à faire, là, parce que, en fin de compte, nos moteurs, on voit nos moteurs aujourd'hui par rapport à des moteurs d'il y a 10-15 ans, en niveau consommation, il n'y a plus rien à voir. Ça consomme beaucoup moins. Oui. C'est la recherche du client aujourd'hui. Le client, qu'est-ce qu'il regarde? Son carburant, c'est pneumatique. Enfin, c'est pièces d'usure. Aujourd'hui, on a des moteurs qui sont performants, qui durent, qui sont costauds. Mais je pense que c'est l'échappement. Moi, aujourd'hui, c'est ce qu'on aimait, c'est de regarder, d'améliorer cette partie-là, déjà. Alors, si on peut améliorer avec eux, on va revenir de l'hydrogène ou autre, ou du mixte d'hybridation. Mais l'échappement, je pense que c'est le primordial. C'est ce qui fait peur aux gens aujourd'hui. On dit, oh là, ça fume. Mais dans le temps, on disait, oh, le moteur, il fume. Mais on le sentait. Maintenant, on ne le sent plus. Enfin, les particules sont tellement fines qu'ils sont plus à nous rentrer dans les pores que dans les poils du nez. Donc, excusez-moi, je suis un peu... Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on... Parce qu'on a une solidité. Hein. On prend des moteurs dans le temps. Les moteurs, on avait des moteurs performants, mais on avait des moteurs qui ne tournaient pas vite. On avait des moteurs qui étaient des... Aujourd'hui, on a des moteurs... Des petits moteurs qui donnent une puissance avec des courbes. Quand on regarde les courbes aujourd'hui des moteurs, ça évolue, c'est fabuleux. Enfin, moi, j'aime la mécanique, donc on regarde, c'est petit et ça donne de la puissance. Mais on fait peur aux gens. T'as vu, dans ta machine, il y a un petit moteur. Ah oui, parce que l'autre, il a un 6 cylindres, là, on est arrivé avec un 4 cylindres. Mais on sort autant de puissance. Donc, et là, on a moins de consommation, on a moins de choses. Mais... qu'on fonce aussi, qu'on développe un petit peu sur ces parties qui sont, je vais dire, la dernière roue. Parce qu'on est parti sur les filtres à particules et la D-Blue, et là on dit, bon ben non, il faut ça là-dessus, terminé, et on met ça sur tous nos moteurs. Moi je pense qu'il faut développer là-dessus. Enfin, c'est mon point de vue. Je suis d'accord, enfin, je crois qu'il faut rassurer nos clients. Les moteurs Stage 5 associés à des carburants qui réduisent sensiblement les émissions de CO2, ça répond quand même à une très grande partie de leur propre objectif de décarbonation. Ce dont on parle à travers l'électrification, qui semble plus simple, et l'hydrogène, on parle après 2030, enfin, de manière très pratique. Donc on a un peu de temps quand même pour développer
ces technologies. Moi, je compare aussi par rapport aux moteurs qui équipent les gros bateaux, qui utilisent du fioul lourd. Alors là, pour le coup, effectivement, c'est assez épouvantable. Donc le besoin de réduction des émissions du soufre, notamment, sont une obligation. Donc la législation, maintenant, tient compte de ça. Mais ça n'a rien à voir avec les moteurs rapides ou semi-rapides qu'on a aujourd'hui, Stage 5, avec le bon carburant. Donc il faut quand même rassurer tout le monde. Il y a des solutions pratico-pratiques pour nos clients aujourd'hui. Les questions qu'on se pose sur les carburants alternatifs, c'est plus leur disponibilité. Est-ce qu'il y aura assez de HVO si l'aérien utilise tous les carburants alternatifs, il n'y en a plus pour d'autres secteurs d'activité. Donc les vraies questions, elles sont là, sur la capacité à produire ces carburants moins nocifs, qui réduisent les émissions de CO2, y en aura-t-il pour tout le monde? Bien d'accord, c'est toujours le sujet de l'approvisionnement, peu importe l'énergie, plus que la technologie en elle-même. Exactement, c'est l'appro qui va être la clé de la décarbonation de plein de nouvelles technologies. Et des décisions comme récemment sur le GNR, qui font reculer les choses alors qu'on avait défini une feuille de route pour en sortir. Forcément, ça... on peut dire aussi que c'est vrai, adopter de nouvelles technologies qui sont plus chères, parce que le prix d'une pile à combustible par rapport à un moteur thermique pour délivrer la même puissance, c'est x3, x4. Donc tout ça coûte plus cher, les pelles hydrauliques coûtent plus cher, tout coûte plus cher. Ce qui peut ralentir un peu, c'est effectivement un environnement économique particulièrement difficile. C'est peut-être vers ça qu'on s'achemine, notamment en France. Peut-être aussi être un facteur pour moins innover, revenir aux basiques, comme vous le disiez, pas par manque d'envie, mais par manque de moyens. Après, je pense qu'il y aura aussi des décisions publiques, des lois qui interdiront toute émission dans certaines zones géographiques, comme un peu les voitures en ville. Donc il y aura aussi des règles comme ça. Il y a des entreprises qui testent des chantiers totalement sans émissions en centre-ville. Bon, c'est intéressant de le faire, bien évidemment. Mais on est loin d'imaginer une telle... Ça reste des tests. Ça reste des tests. On a testé à peu près toutes les configurations d'un chantier urbain. Exactement. On a vu que ça fonctionnait, mais on n'a pas du tout généralisé et déployé les solutions dans le quotidien des entreprises de travaux publics. Et déjà, tout ça ne sera pas... moi, je suis proche de Caterpillar, mais je suis comme vous. On distribue des produits faits par un autre. On peut avoir des initiatives, mais... il ne faut pas les opposer aux initiatives des constructeurs qui seront majeures. David ne va pas fabriquer des machines différentes de celles que Volvo va faire. Donc il faut travailler main dans la main et pour nous, distributeurs, s'assurer du côté pratico-pratique de ces nouvelles technologies auprès de nos clients sur leurs chantiers ou dans leurs usines au quotidien. Vous avez intégré donc cette activité d'assemblage des groupes électrogènes. La start-up, c'est EODEV, pour ne pas la citer. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien d'un EODEV? On sait que l'hydrogène est entouré d'énormément de sécurité, de contraintes. Alors, très pratiquement, sur notre site de Montlhéry, où on assure l'assemblage de ces groupes électrohydrogènes, on a dû définir des périmètres de sécurité en fonction des quantités d'hydrogène que nous avions, de leur pression, etc. Problématique que les clients auront demain quand ils utiliseront ces mêmes groupes électrohydrogènes. Donc il y a un peu plus de sécurité à mettre en œuvre. Il y a des questions de pression aussi. Enfin, il faut vraiment réinventer le mode de distribution pour nos clients. Alors, on est effectivement un peu au début. Moi, je voulais revenir sur un point qui a été cité tout à l'heure. En développant ces produits-là, on sent bien qu'il y a des pays qui sont plus enclins à adopter ce genre de technologie que la France, ou même que l'Europe. Je ne parle pas forcément de l'Europe du Nord, qui est quand même assez demandeuse. L'Europe centrale, sensiblement moins. Mais on a des zones géographiques comme l'Australie, les États-Unis, où on sent une envie de changer plus forte qu'en France. Après, les aides d'État sont majeures aussi. Quand vous faites des projets, par exemple, de solaire thermique, l'ADEME en France participe sensiblement au CAPEX que vous avez à mettre pour faire ces projets. Donc les incitations, c'est toujours vrai, les incitations sont quand même un élément majeur. Et aujourd'hui, je trouve qu'elles sont assez faibles pour permettre l'adoption d'une technologie différente sur une machine de travaux publics ou d'un groupe électrogène. Il y a assez peu d'aides mises en place. Incitation, réglementation. Germinal, est-ce que vos clients vous sollicitent et vous poussent vers ce mix énergétique à venir?
Alors, nous, nos clients, la majeure partie, pour l'instant, sont dans l'expectative comme nous, hein. Aujourd'hui, ils ne savent pas où aller puisque, comme je le répète, hein, j'ai mis ça sur la table, tant que l'État, le législateur, n'aura pas donné un axe, on sera tous là à anticiper. Là, dans le groupe, on fait un nouveau bâtiment, on anticipe la maintenance de l'hydrogène, de l'électricité, etc. Mais aujourd'hui, la demande, elle est très floue. Alors, il y a eu beaucoup de demandes les 2 dernières années, on a vu sur le Dictour, etc. Parce que certains constructeurs ont quand même communiqué beaucoup sur l'électrique. Et bon, ça a un peu fait rêver. Bon, force est de constater que le soufflet est un peu tombé parce qu'il y a la réalité de l'autonomie. Maintenant, la demande aujourd'hui, elle a un peu baissé. Alors après, il y a une demande pour répondre à certains chantiers et aussi une demande, je dirais, marketing des clients qui veulent communiquer en disant j'ai une machine électrique et ça, faut pas se... Alors, je suis technicien, hein, on a tendance à dire un peu les choses dans le technique, mais voilà. La demande, elle est bien souvent là. Elle est de dire, je veux pouvoir répondre en disant que j'ai une machine électrique, etc., en sachant qu'ils ne la mettront pas forcément sur le chantier, parce que elle ne répondra pas à la demande. Et on parle des pays du Nord, ils sont revenus un peu à ça, hein, puisqu'ils n'arrivaient pas à produire, ils n'arrivaient pas à réaliser les chantiers en temps et en heure. Donc, ils sont donnés quand même, il y a eu des financements à 40% sur l'achat de machines, en Suède notamment, mais ils sont revenus un peu à ça parce qu'il y a une réalité. À un moment, faut faire le trou, hein. Nous, on fait des trous, on fait des ponts, il y a des temps à respecter. Ils sont revenus à la réalité. Donc aujourd'hui, la demande, je pense qu'elle se tasse un peu parce que on est tous dans l'attente. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. Je peux me tromper après. Moi, on va demander son sentiment à David. Je partage pas à 100%. J'entends le message. Hein. Je peux pas ne pas l'entendre. Effectivement, il y a eu des subventions sur les pays nordiques et c'est grâce à ça qu'ils ont lancé. Nous, en particulier, j'étais il y a quelques mois en Norvège où ils ont mis en production les premières pelles de production de 25 tonnes électriques. Ils en sont, je crois, à la 30e ou 40e. On ne découvre pas les problématiques, on les connaît, l'électricité, on le manipule au quotidien rien qu'avec notre téléphone portable. Je pense quand même qu'on est aussi face à des entreprises qui, au-delà des problématiques économiques, ont des responsabilités environnementales et ont l'envie, au détriment parfois du résultat en pied de page, d'avancer avec les constructeurs et de participer. On est dans une courbe d'apprentissage. On apprend en même temps que nos clients. Il faut aussi savoir se le dire. Et il y a des clients, ils sont prêts à essayer avec nous, quitte à ce que ça coûte un peu cher. Mais je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il y a vraiment des entreprises, il n'y a pas que le côté affichage. Bien évidemment qu'on veut aussi s'en servir pour faire un message marketing et communicatif vers les utilisateurs. Mais il y a des entreprises, je suis persuadé, qui ont ça aussi dans leur ADN et il ne faut pas les oublier. Benoît, pour vous, cette transition, parce qu'on est en phase de transition et qu'il y a encore des modèles à inventer, c'est une opportunité pour le métier du distributeur ? Oui, tout à fait. Non, mais là, de ce que j'entends et ce que je pense, c'est on est tous dans le même discours. Le client, aujourd'hui, il y a des clients qui cherchent justement à évoluer. Je dirais même quand on vieillit, on a nos enfants, nos petits-enfants, on dit mince, il faut qu'on y aille. Parce qu'il y avait, avant, on dit oui, mais attends, ça sera pas nous, ça sera les autres. Non, on est dedans, il faut qu'on y aille. La seule chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'État aide pas assez, où les constructeurs. Alors, je ne vais pas dire le constructeur moteur, parce que les constructeurs moteurs ou piles, mais je pense que derrière, les énergies qui arrivent derrière, il y a eu un petit peu de retard. Et tout ce qu'on a mis en amont aujourd'hui est retardé avec ce qui se passe derrière. Donc, il faut que tout arrive en même temps. Et là, on n'est pas prêt. Hein. Il va se passer 3-4 ans. C'est pas la guerre en Ukraine qui a précipité un petit peu le calendrier ? Non, Philippe. Non, je dirais pas ça. Non. Il y a eu du retard quand même. Oui. Moi, je voudrais juste dire une autre chose. Au-delà des aspects économiques, on parlait tout à l'heure il y a eu beaucoup de greenwashing sur les envies de certaines entreprises de s'afficher avec des solutions totalement décarbonées. Je crois quand même on est en train de sortir de ça. Oui, et donc dans les entreprises, tous nos grands clients, toutes les directions matérielles, si je peux le dire comme ça, des grandes entreprises, cherchent réellement des solutions.
parfois on leur répond en leur disant non, ce n'est pas raisonnable, le coût n'est pas raisonnable, vous ne pourrez pas supporter ça. Donc je pense qu'il y a un vrai débat qui est assez clair aujourd'hui. Et puis un autre élément qui est plutôt lié qui est générationnel, les jeunes, les plus jeunes parmi nos clients ont très envie de faire bouger les choses. Ça peut être un peu parfois au détriment d'aspects économiques, mais on ne peut pas dire à des ingénieurs de 30 ans qui travaillent dans des grandes entreprises de BTP, qui utilisent des machines, on ne va rien faire. Enfin, il y a une sorte d'obligation quasi morale aujourd'hui d'avancer. Alors, en tenant compte des réalités, bien évidemment, mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché. On ne fera pas marche arrière, ça prendra peut-être quelques années de plus. Mais les constructeurs, je pense que l'ont intégré. Enfin, nos clients l'ont intégré, et nous, on voit bien. Enfin, moi, je vois bien, on ne peut plus... les engagements, enfin, je fais le lien aussi avec les engagements CSR des entreprises. Toutes les grandes entreprises ont des trajectoires CSR, comme elles font des bilans carbone. Et on voit bien que tous ces éléments-là sont indispensables, sont des éléments de rétention. Les jeunes n'iront pas dans les entreprises qui n'ont pas une politique CSR claire, qui se moquent de leur décarbonation. Donc, ça n'a rien à voir avec les aspects économiques. On se doit de le faire. Voilà. Très factuel. Ces gens-là, c'est ceux qui viennent en vélo, bien sûr, qui mettent des éoliennes dans leur jardin. Et quand vous discutez avec vos enfants, quand vous discutez avec vos enfants, pour eux, c'est majeur. Voilà. Donc nous, on se dit, c'est pas rationnel économiquement aujourd'hui. Eh ben, il faut quand même travailler sur le sujet. Donc il y aura une pression sociétale qui permettra également d'avancer dans ce domaine. Nous allons maintenant prendre les questions des internautes qui nous ont suivis. Mathieu, peux-tu nous donner quelques retours des internautes? Ça a soulevé pas mal d'interrogations. La première, on parle beaucoup d'HVO en ce moment. En tant que distributeur, est-ce que vous jugez que les quantités de carburants alternatifs sont aujourd'hui suffisantes pour vos clients? On l'a déjà un peu dit. Elles le sont au moment où on parle, mais rapidement, si tous nos clients alimentent une partie de leur machine ou de leur moteur diesel avec du HVO, rapidement, on sera à court de carburant. Ça, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris en tout cas quelles étaient les trajectoires pour faire grossir ces productions-là. Ça c'est pas encore très clair, à mon sens. Il y a eu quelques annonces, mais effectivement, je pense que... Et le sujet de l'aviation est clé. Oui, bien sûr. Parce que quand c'est venu se poser dans le débat, on s'est dit, c'est peut-être une piste qu'il va falloir, malheureusement, pas prioriser en tout cas, ou ne pas rester seulement sur cette voie. Exactement. Benoît, la disponibilité du HVO dans votre région? Merci. Nous sommes en campagne, maître. D'accord. Germinal, en Rhône-Alpes, il y a une filière qui s'est un petit peu structurée. Oui, il y a une dispo, il y a une filière, on a des machines en partenariat avec des clients. On a fini de la phase test, ça fonctionne. Hein, nos différentes marques de moteurs l'absorbent, on va dire. Maintenant, c'est comme la limite de l'électrique. Si tout le monde achète de l'HVO 100, c'est comme tout le monde se branche sur la prise électrique le soir en rentrant à 8 heures pour charger les voitures, il n'y aura pas assez de dispo. Donc, c'est une des solutions, elle fonctionne. Comme je disais tout à l'heure, tout fonctionne. Maintenant, la disponibilité, le partenariat, oui, on a des entreprises qui achètent, qui investissent dans des fermes, etc., qui produisent, qui cultivent de la matière première pour s'assurer de leurs approvisionnements. Au même titre, comme disait mon collègue, des carrières peut-être mettront des champs photovoltaïques pour produire son électricité. Les solutions, elles sont globales. Elles ne sont pas que sur la machine. Il faudra vendre une solution globale. Complètement d'accord. Parfait. Mathieu, une autre question pour nos invités. Alors, le mot rétrofit a été évoqué. Est-ce que c'est une piste que vous étudiez? Benoît. On le fait déjà un peu entre deux, sur certaines machines, mais des machines qu'on immobilise, des machines qu'on passe sur des pelles manutention, qu'on donne une deuxième jeunesse en leur mettant un moteur électrique, mais c'est des machines à poste fixe. On le fait. Et c'est vrai que là, on arrive même sur des machines à passer des 20-25 000 heures. Matériel roulant, vous ne faites pas? Alors, on met un moteur électrique, il faut une belle rallonge. Là, on est un peu coincé, donc si on n'est pas vraiment sur une pile ou sur de l'hydrogène ou sur c'est une bonne batterie, on peut pas.
C'est pas possible. Un moteur électrique pour translater et un moteur thermique pour travailler, ou le contraire, c'est pas une solution pertinente pour vous? Certains le proposent. Oui, on peut le faire. On peut le faire. Je reviens sur ce que j'ai vu sur la translation Volvo qui était au Mécatim. C'est des procédures, je pense, qui sont bien. Un petit peu trop jeune pour moi, pour le temps de... quand on sort un produit, il se passe un peu de temps. Parce qu'il faut savoir que quand on sort une machine, nous, en ferroviaire, on a 1 an ou 2 ans avant que la machine soit homologuée SNCF. Donc, il se passe du temps. Donc, c'est des gros budgets. On est parti pour le faire. Alors, c'est pour ça qu'on était parti, nous, sur l'hydrogène. On avait foncé à l'hydrogène. Bon, maintenant... mais ce système-là est pas mal non plus. Hein. C'est un beau truc. Une fois de plus, il faut que l'application corresponde aux besoins. Et on l'a vu fonctionner sur certaines carrières, ça fonctionne. Tout à fait. Le rétrofit de groupes électrogènes... La question ne se pose pas tellement, puisque les groupes électrogènes vont jusqu'au bout de leur vie. On peut il y a pas de, la question, c'est pas tellement pour les groupes électrogènes, c'est plus pour les machines. Pour des machines. Voilà. Le groupe électrogène diesel pourrait être un jour remplacé par un groupe électro-hydrogène, ça c'est possible. Mais moi je crois plutôt à la modification des moteurs diesel de manière pas si compliquée que ça pour absorber 100% d'hydrogène. Nous on a déjà de très grosses unités qui peuvent marcher, très gros moteurs qui ne sont pas des moteurs de machine, mais qui peuvent fonctionner à 100% d'hydrogène. On parle plutôt de moteurs d'1,5 MW, donc ça n'a rien à voir avec les moteurs de nos machines. Mais sur les moteurs plus petits qui équipent nos machines, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en train de regarder, et Caterpillar travaille aussi sur le sujet. Moi, ça me semble quand même assez prometteur. On n'est pas prêt aujourd'hui, mais je pense qu'il y a matière à des coûts de modification bien inférieurs au fait de remplacer un moteur diesel par une pile à combustible, hein, parce que toute la base existante est maintenue. Hein, on change un peu l'aspect culasse ou injection, mais je pense que ça pourrait être une façon de rétrofiter demain des machines. À quel horizon, selon vous? Quelques années. La question est de savoir pendant combien de temps ce sera utile et économiquement intéressant avant de nouvelles solutions développées par les constructeurs. Et l'approvisionnement. Et l'approvisionnement qui reste bien sûr la question. Germinal, avez-vous un rétrofit en cours ou à venir? Alors nous, on a un de nos anciens collègues qui a monté sa société et qui a aujourd'hui fait un rétrofit sur une base d'Hitachi. Mais là, je parle de Teramat. Hein, mais nous, non, on regarde ça, on regarde nos collègues, on l'aide dans la mesure où on peut l'aider. Donc on regarde ça avec intérêt, on le suit. Et puis voilà, après c'est une des solutions, comme on dit tous. Donc vous faites votre apprentissage aux côtés de votre ancien collègue. Ouais. Mathieu, une dernière question pour nos invités. Alors, autre sujet qui a été esquissé, quelle est la différence entre un moteur thermique qui fonctionnerait à l'hydrogène et une pile à combustible? Le moteur thermique, il faut modifier un peu les admissions, les culasses, rajouter quelques pièces. On garde du bloc. On garde le bloc, on garde toute la cinématique du moteur, hein, donc la modification est somme toute assez faible. Une pile à combustible, ça n'a rien à voir avec un moteur thermique. C'est une nouvelle technologie qui est très fiable aussi, hein, puisque très cher aussi. Les piles à combustible que nous utilisons, nous, proviennent de Toyota, de la Toyota Mirai. Donc tout ça est testé dans l'automobile. Donc il n'y a pas de problème de fiabilité, finalement. Il y a des problèmes il y aura des plans de maintenance très différents des moteurs diesel. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème de fiabilité. C'est pas vraiment la question. Et, encore une fois, c'est plutôt ce qu'on met dedans qui est le questionnement. Mais pour bien répondre à la question, c'est que là, c'est la réaction chimique via l'hydrogène qui fabrique de l'électricité dans la batterie. C'est une réaction chimique, absolument. Pour vous, c'est... Non, ça me semble évident, mais ça n'a rien à voir avec le moteur thermique. Effectivement. L'émission est arrivée à son terme. Merci à nos invités. Merci Germinal, David, Philippe et Benoît. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine réunion de Chantier de France.